Votre radio, c'est nous. C'est Néo Radio. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Faut-il vous le rappeler, le 13 octobre prochain, vous avez rendez-vous avec les urnes. Durant cette campagne, Notez-les vous propose chaque jour, depuis ce studio dans les locaux de Tournai Expo, un débat électoral consacré à l'une des 23 communes de Wallonie-Picarde. Aujourd'hui, c'est Fran qui fait débat, Fran-Léanvin. On plante tout de suite le décor avec cette carte d'identité. Fran-Léanvin, c'est 13 villages répartis sur un peu plus d'11 000 hectares. L'ancienne cité sucrière est la porte d'entrée du pays des collines. Sa population est en croissance constante. Elle a dépassé le cap des 12 000 habitants l'an dernier. Avec 6,10%, son taux de chômage est l'un des plus bas de Wallonie-Picarde. A contrario, affichant 20 356 €, son revenu annuel moyen par habitant est l'un des plus hauts de la région. Et vous venez de le voir, Fran-Léanvin a passé le cap des 12 000 habitants. Ça veut donc dire qu'au prochain conseil communal, il y aura 23 et non plus 21 sièges. Pour la première fois, 5 listes seront proposées aux électeurs. Avant de rentrer dans le débat proprement dit, on jette un coup d'œil dans le rétro de la dernière mandature. À la sortie des urnes, le 14 octobre 2018, les libéraux sont les grands vainqueurs. Avec 56% des suffrages, ils décrochent la majorité absolue avec 14 sièges sur 21. Le PS en possède 3, Horizon Citoyen et Écolo 2 chacun. Mais la législature franoise sera tout sauf un long fleuve tranquille. Jacques Dupire, bourgmestre faisant fonction depuis que Jean-Luc Ruck est ministre, se voit remplacé en décembre 2018 par Karine de Saint-Martin. Il quitte les rangs du MR et rejoint la minorité comme indépendant. D'autres conseillers libéraux, ainsi que le président du CPS, Valérie Gosselin, et l'échevin André Duty, démissionnent en cours de route. Faute de candidats, le MR s'associe au PS. En mai 2023, une nouvelle majorité voit le jour. À quelques mois des élections, l'hémicycle franois a évolué. Le MR a désormais 10 sièges, le PS 4, Horizon Citoyen 3, Écolo 2. 2 comme le nombre de conseillers indépendants. La résidence service des bassins, ouverte en pleine crise Covid et aujourd'hui occupée à 100%, est la réalisation majeure de la mandature. Des logements publics comme ceux du Palace ou ceux élaborés avec l'IPPLF ont également vu le jour. Côté associatif, la maison de village d'Acqueny est désormais opérationnelle. Le projet de maison rurale des Fourmis est quant à lui enfin concrétisé. L'espace polyvalent prend forme à l'aube de l'été. Construction toujours avec la C120 qui bénéficie à présent d'installations décentes. Parmi les gros chantiers, le pré Ravel entre Moutier et Leuze ravit les adeptes de la mobilité douce. Les travaux se poursuivent par ailleurs sur l'ancienne ligne 86 jusqu'à Renay, alors qu'en divers endroits de l'entité, des aménagements cyclables ont été réalisés. Travaux et aménagements aussi pour lutter contre les inondations et embellir la Grand Place de Fran. Une grande place où le site de l'ancien bâtard va être démoli et non loin de laquelle le projet des terrasses de la Rhône décroche un subside conséquent. Des subsides, il en faut aussi pour voir sortir de terre l'école de Derniot et pour réhabiliter le hall sportif des collines. À quelques mètres de là, Fran-les-Bassins, l'atout nature majeur de la commune, doit voir son espace métamorphosé pour mieux accueillir le public. Durant ce débat, 3 thèmes seront abordés. Le premier sera consacré au cadre de vie. On va donc notamment parler de travaux, d'aménagement du territoire et d'environnement. Alors, ce n'est pas toujours le cas autour de la table du conseil communal, mais cette fois-ci, il y a une unanimité. Vous êtes tous d'accord pour dire qu'il faut préserver le caractère rural de la commune. Or, on le sait, on l'a vu, la population de Fran-Léanvin ne cesse d'augmenter. Pierre Bourdauduit, pour le MR, durant cette mandature, il ne faut pas le cacher, il y a eu plusieurs projets de lotissement qui ont soulevé bien des inquiétudes. Est-ce qu'on peut dire que Fran se transforme petit à petit en entité dortoir ?
Je ne crois pas que ça soit une entité dortoir. Il faut savoir aussi que chaque permis qui est accordé se fait dans des zones à bâtir. Malheureusement, là, nous n'avons pas la main sur le plan de secteur. Mais on fait en sorte, et c'est une décision qu'on a prise depuis quelques années, dès que c'est deux habitations, d'office, il y a des charges, enfin, on peut imposer des charges urbanistiques, mais il y a une enquête qui est faite aussi. Donc ça veut dire qu'on met un peu la barre plus haute que normalement on nous l'oblige. On ne peut donc pas parler d'urbanisation excessive ? On n'a pas, je viens de le dire, on n'a pas la main à 100%, mais on fait en sorte que ça soit fait dans les règles, et parfois on s'oppose bec et ongle à certains projets. Alors Dominique Rambaud, vous êtes engagé, justement, parce qu'un jour vous avez... engagé, je suis écolo. Non, oui, c'est bien, j'allais vous le dire. Vous représentez Écolo, mais vous êtes justement engagé chez Écolo, parce qu'un jour, vous avez vu sortir devant chez vous un lotissement. Vous craignez qu'il y ait d'autres projets immobiliers démesurés qui sortent dans les prochaines années? Je ne crains pas, je veux dire, ça va se faire. Ça va se faire, clairement. Il y a déjà plein de terrains qui ont été achetés par des promoteurs, qui font ça, c'est tout à fait leur droit. Mais je vois qu'il y a encore plein de terrains à bâtir partout. Et alors, quand on parle de cité dortoir, je ne suis pas d'accord. Il ne faut pas mettre en lien la cité dortoir avec des zones de permis de construire, parce qu'on peut construire tout et n'importe quoi sur des zones de terrain à bâtir. Le tout, c'est de faire les choses intelligemment, de manière à ce que ça ne devienne pas des cités dortoirs et de manière à ce que les habitants s'entraident entre eux. Voilà. Une charte pour le développement du territoire, pour Écolo, c'est le b.a.-ba? Le b.a.-ba. Moi, je l'aurais appelé document bouclier. Je sais qu'il y a eu une tentative d'un autre parti pour en parler et ça n'a jamais vu le jour. On a dit on fera ça plus tard, on fera un plan communal. Puis en fait, ça ne s'est jamais fait. Tout comme la charte d'habitat léger aussi qui a été faite par la CCATM, qui a été avalisée par le conseil communal en avril 2023. Cette charte, elle est introuvable sur le site de la commune. Or, ça va venir l'habitat léger. Alors, Jacques Dupire, une charte urbanistique, c'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres outils dont la commune pourrait ou devrait se doter pour contrôler cette urbanisation ? Oui, je crois absolument. D'ailleurs, c'est un thème que nous avons défendu pendant la législature. Michel Delite en avait fait quand même un élément essentiel. Et je crois que vous savez que les choses vont évoluer dans les années qui viennent, puisque nous avons un schéma de développement territorial qui va se transmuter en schéma de développement communal. Et tout cela va donc forcément se régler. Il y aura des centralités qui vont se définir. Il y aura donc des constructions qui seront toujours possibles. Il faut pouvoir construire dans notre région, mais ne pas construire n'importe comment. Ça permettra de cadrer les choses ? Je pense, ça permettra de clarifier les choses. La charte urbanistique, le schéma de développement communal, certainement, ce sera plus facile pour les architectes et les projets. Mais je pense qu'à un certain moment, la majorité a laissé aller un peu les choses et a donné un leurre à certains promoteurs que tout pouvait se faire et n'importe où. On a eu malheureusement des exemples très concrets et malheureux au hameau de la Taillette, à la rue Franche-Terre et actuellement, on en parlait des 2 projets sur Saint-Sauveur qui devront quand même être très nettement réévalués quand on voit la catastrophe qui s'est produite à Saint-Sauveur au moment des inondations. Et ces projets pourraient venir aggraver évidemment ce problème. Vincent Duchâteau, vous allez encore plus loin. Vous dites qu'il faut planifier tout cela à moyen, voire à long terme, c'est-à-dire pour 30 ans. Oui, tout à fait. Les outils législatifs qui sont à notre disposition datent des années 70-80 et donc c'est tout à fait dépassé. Il y avait des autorisations de permis de bâtir, enfin des zones à bâtir qui ont été disséminées un petit peu en race campagne et il faut revoir tout ça. Et donc effectivement, il faut réfléchir et comme on le disait, il faut prendre en main ce schéma de développement communal qui nous permettra d'avoir ces outils pour planifier tout ça. Il faut que ça fasse une réflexion dans l'ensemble de la population. La CCATM peut être un bon outil pour travailler, par exemple, sur ce schéma ? La CCATM peut être un bon outil, mais ce n'est pas le seul. Et faut-il encore tenir compte de tous les avis qui sont émis par la CCATM. Michel Devos, quand on parle d'urbanisation, ça se figure dans votre programme, la reconversion des friches, ça doit être essentiel. C'est un élément important, effectivement. Maintenant, des friches industrielles à Fran-les-en-Vin, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, bien sûr. Il y a notamment l'ancien Bâtard. Il y a aussi Facofran qui est occupé par les services des travaux, mais qui peut certainement
certainement être valorisé davantage. C'est effectivement des endroits qui sont aujourd'hui soit inoccupés ou qui sont vraiment des chancres dans la commune. On pense au Bâtard qui se situe en plein centre de Frasnes-les-Bizenal. Je crois qu'il y a effectivement là à travailler sur ces espaces-là, avec d'ailleurs la région Wallonne est assez attentive à la reconversion de ces friches, et donc on pourrait certainement avoir des aides financières qui allégeraient le fardeau communal. On parle d'espace public. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Parce qu'il y a Frasnes, mais il n'y a pas que Frasnes, il y a les villages. Bien entendu, il y a surtout les villages, parce que il y a 12 villages et Frasnes-les-Bizenal. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, notamment au niveau de l'entretien de l'espace public, voirie, les places, etc. Et dans notre projet, dans notre programme, on souhaite engager des éco-cantonniers. Il faut qu'il y ait vraiment des personnes à côté des citoyens. Éco-cantonniers, je ne sais plus dire le nom, mais donc un agent de police, un agent de quartier qui peut vraiment se mettre à côté des citoyens et relayer leurs demandes et, le cas échéant, intervenir pour régler l'un ou l'autre problème, notamment des problèmes d'incivilité. Alors, Jacques en tout cas, il faut intégrer la population à toutes ces réflexions. Jacques Dupire, aussi intervenir sur ce que Jacques Dupire a dit. Il faut savoir qu'autant pour la Taillette que pour Derniot, la majorité s'est opposée aussi bien que l'opposition au projet. Oui. Alors, Jacques Dupire, vous avez évoqué la problématique des inondations. Comment peut-on faire pour éviter que ça ne se reproduise, ces inondations qui ont tendance à devenir à répétition? Oui, le problème des inondations est un problème énorme et moi je ne peux pas entendre qu'on dise aux gens qui sont régulièrement inondés « je ne sais rien faire, la météo ce n'est pas moi, je n'ai pas de baguette magique ». C'est malheureusement le discours qu'on a entendu récemment. Eh bien, au contraire, je crois qu'il faut réfléchir en amont, pendant la période et puis par la suite. Alors, on n'a pas le temps de développer peut-être toute la situation, mais je crois que les eaux de ruissellement, il faut bien sûr les éviter au maximum par un entretien régulier. Et contrairement à ce qu'on dit, il y a du curage, mais pas partout et pas suffisamment. Et d'autre part, quand il y a des problèmes dans certains endroits bien spécifiques, on sait qu'il y a des endroits très particuliers où il y a régulièrement des inondations, ces gens, chaque fois qu'il pleut, sont en crainte de voir de nouveau d'être inondés. Donc, il faut qu'un bureau d'études travaille sur le sujet dans ces endroits particuliers pour trouver des solutions pour les atténuer au maximum par la suite. Pierre Bourdauduy, la commune est inactive en matière d'inondation? Ce qui est remarquable aujourd'hui sur le plateau, on est 5, il y en a 4 qui ont un jour fait partie de la majorité. Donc déjà peut-être qu'il y a des choses qui auraient pu être faites beaucoup plus tôt. Il faut savoir que pour le curage, on n'a jamais curé autant que depuis 2 ans et je n'ai jamais dit à personne que j'avais pas une baguette magique. L'eau à Frasnes va en descendant que partout ailleurs, mais on fait tout ce qu'on peut. Il y a 3 sites qui sont étudiés pour faire des bassins d'orage, des zones de rétention et j'ai été il y a quelques semaines sur Saint-Sauveur. J'ai peut-être une solution pour le centre de Saint-Sauveur, mais je ne suis pas hydrologue et je vais mettre les gens autour de la table pour trouver une solution. Alors où est-ce qu'on en est dans ces projets justement de ZIT et de bassin d'orage? Celui de Cordes est en phase de réalisation bientôt. Celui de Frasnes on a trouvé le terrain le terrain, il y a encore des problèmes d'emprise et d'acquisition, mais ça, c'est en train de se débloquer. Et celui de Frasnes, on pourrait commencer. C'est deux dossiers qui sont attribués, en fait. Vincent Duchâteau, on entend... Beaucoup de projets, mais peu de concrets. Attention. Vincent Duchâteau, on a entendu parler de projets, de bassins d'orage, de curage. Vous préconisez aussi la mise en place peut-être de moyens assez simples finalement, qui peuvent être, à l'inverse des petits ruisseaux qui font des grandes rivières, des petites solutions qui empêchent les grandes inondations. Ah oui, je pense que ce n'est pas quand il y a eu une inondation qu'il se faut réagir. Et on doit réfléchir à plus long terme, effectivement, et planifier toute une série de petits travaux. On a parlé de curage de fossés, mais il ne faut pas curer toujours les mêmes fossés. Il faut dispatcher un petit peu sur l'ensemble de l'entité. L'entretien des espaces verts également. Il y a des fascines qui peuvent être mis, mais tout ça doit être planifié sur une législature complète. Et il faut prévoir dès le début de la législature qu'est-ce qu'on va faire comme petits travaux jusqu'au bout de cette législature. Les agriculteurs sont parfois pointés du doigt. Ils doivent être partenaires de ces projets ? Ils doivent être tout à fait partenaires de ces projets. Je pense qu'ils le sont déjà actuellement et qu'ils sont bien conscients qu'effectivement l'eau ruisselle et que les pluies qu'on a eues dernièrement sont quand même conséquentes. Il faudra s'y attendre de plus en plus. Michel Devos, Vincent Duchâteau parlait de plans de gestion des risques naturels, de davantage un calendrier qui doit être établi. Ça ne se fait pas suffisamment ?
Ça ne se fait pas du tout même, puisqu'on avait... on a proposé, quand on était dans l'opposition, de faire, au moment où il y a eu les inondations à Liège, on avait proposé d'élaborer un plan communal de lutte et de prévention contre les inondations et les coulées de boue. Bon, je n'ai pas dit que rien n'avait été fait, mais ce plan n'existe pas. Or, je pense qu'il faut une cohérence, il faut étudier le problème dans son ensemble avec l'intercommunal IPAL, qui a été chargé par la conférence des bourgmestres de Wallonie-Picarde de faire ce travail-là. Et nous devons nous accrocher au travail d'IPAL. Dominique Combourg, un mot sur ces inondations. Je crois que c'est quelque chose que vous avez abordé dans le programme d'Écolo. Voilà, donc il y a évidemment toute une série de montages de dossiers à faire avec les instances et les acteurs pour se faire, mais il y a énormément de petits gestes à faire, notamment, j'étais à une soirée inondation chez Écolo Elzel, il y avait des agriculteurs qui intervenaient, j'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai mis mes sillons perpendiculaires à la descente des eaux, oui, mais la sortie de champ, elle est en aval, or, un petit geste, ce serait déjà de faire la sortie de champ en amont. On peut faire des nœuds, on peut jouer sur les reliefs. On vit dans un écosystème argileux, c'est une roche cicatrisante, donc forcément les eaux ne s'écoulent pas de la même manière que dans d'autres entités. Mais je crois vraiment dans plein de petits gestes qui vont venir soutenir des plans plus globaux. Technique. Dominique Combourg, on va rester avec vous, on va rester dans l'environnement, mais on va parler plutôt des incivilités. Oui. Vous souhaitez être très réactif contre les dépôts sauvages. Comment vous allez faire ? Il y a d'une part les dépôts sauvages et d'autre part il y a les dépôts de tous les jours, les canettes et les cigarettes, les mégots de cigarettes. Moi-même j'ai été ramasser des déchets avec BiWAP. J'ai vu, je ne peux pas supporter qu'il y ait des canettes qui aillent dans les foins et qui tuent le bétail. Bon, maintenant les incivilités, là, je crois que comment les socialistes préconisent des caméras. Moi je ne vois pas très bien comment on va préconiser ces caméras. Moi je crois vraiment dans la participation citoyenne. C'est vraiment l'ADN d'Écolo. Je crois vraiment qu'on doit être tous ensemble vraiment axés contre ces dépôts sauvages. Maintenant, il y a des dépôts sauvages qui sont très connus. Les ouvriers communaux qui font un travail formidable, ils vont toutes les semaines le lundi. On connaît, on sait. Est-ce qu'on va aller mettre des caméras là-bas ? Je crois que c'est tous ensemble la solution. Et donc, nous voulons faire vraiment tout un travail participatif dans tous les villages. Vincent Duchâteau, Michel Devos l'a déjà évoqué, il a parlé de cantonniers. Vous parlez de brigades vertes. Ça pourrait aider contre les incivilités ? Oui, tout à fait. Brigade verte, éco-cantonnier, je pense que c'est à peu près la même chose. Donc effectivement, il faut donner les moyens au personnel communal pour pouvoir faire son travail correctement. Et, bon, voilà. Et que pourraient faire aussi en plus ces personnes ? C'est déjà de sillonner le territoire, de pouvoir voir ce qu'il se passe, effectivement de signaler les endroits récurrents et de pouvoir mieux les surveiller le cas échéant. Pierre Bourdouis, cette problématique. Pour ça, on n'a jamais investi autant dans le matériel. On a acheté ici 4 camionnettes, on a des brigades qui n'arrêtent pas. Mais l'incivilité des gens, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Il faut peut-être commencer à l'éducation. C'est peut-être une piste, les moyens pour guérir, mais la prévention, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je ne sais pas, je crois que c'est dès le plus jeune âge peut-être qu'il faut éduquer les gens, ou bien peut-être les enfants éduquer les parents parfois, parce que quand je vois certaines choses, par exemple on a dédoublé le Saint-Martin justement pour un problème d'inondation. La première fois où on a une grosse inondation, qu'est-ce qu'on retrouve dans le lit du ruisseau ? Une souche, mais une souche de 100 kilos quoi. Donc qui a été mettre ça ? C'est pas moi, c'est je ne sais pas qui, mais je ne sais pas comment on peut éduquer les gens, mais c'est un problème. Michel Devos, avant de changer de thème, rapidement, vous préconisez par exemple l'utilisation d'une plateforme où les citoyens pourraient déposer les problèmes. Oui. Ça pourrait être une solution ? C'est une solution dans plusieurs communes, ça s'appelle le Better Street. On l'a proposé plusieurs fois lors des conseils communaux et c'est resté sans réponse. Je veux dire, Better Street... Ça a été refusé. Ça a été même refusé. C'était refusé, voilà. Y compris par le PS lorsqu'il est venu en majorité par la suite. Ça a été malheureusement. Voilà. Vous pouvez réagir. Oui, en fait, on n'a pas dit non. On a dit qu'on voulait d'abord expérimenter l'application au niveau des conseillers communaux, des échevins, du personnel communal, pour voir ce que ça donnait. Mais on ne s'est jamais opposé puisque la proposition venait de nous. Alors, il y a plein de gens qui n'ont pas de smartphone. Alors, on avance. Je vous propose maintenant de passer au deuxième thème consacré au tourisme et au sport. Votre radio, c'est nous, c'est Néo Radio.
Et ce sont nos collègues de l'Avenir qui vont introduire ce thème avec leurs questions. Depuis plus de 30 ans, on vante les attraits touristiques de Frasnes, les hébergements, les sentiers, les produits locaux, la beauté des paysages. Mais on a l'impression que finalement, au bout de toutes ces années, même si on a commencé les travaux dans le site des bassins, on a l'impression que rien n'a été fait ou pas grand-chose. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour mettre en évidence davantage le secteur touristique à Frasnes, un secteur qui pourrait engendrer des retombées non négligeables pour les commerçants locaux? Alors, Pierre Bourdauduit, vous êtes dans la majorité depuis quand même pas mal de temps. Qu'est-ce que vous répondez à nos collègues de l'Avenir ? C'est en train de bouger. Franchement, quand je vois un peu, j'ai été cette semaine voir un peu une réunion de chantier sur les bassins, ça bouge. Quand ça sera fini, on aura un hall où on pourra accueillir des gens. On pourra peut-être y faire un point d'accueil pour les touristes. Ça, c'est en train de bouger. Mais bien sûr, c'est des projets qui sont de longue haleine. Il y a longtemps qu'on y travaille. On a eu les subsides. On est en train de mettre ça en œuvre. Et quand je vois un peu ce qui a été fait sur 3 semaines, je pense que l'année prochaine, pour l'été prochain, on aura quelque chose de valable sur les bassins. Jacques Dupire, vous êtes d'accord avec ça? Il faut terminer, il faut pérenniser ces projets comme Frasnes-les-Bassins, également comme le Ravel, mais le développement touristique de Frasnes-les-Envins ne passe pas que par Frasnes-les-Envins. Il faut aussi faire appel à différents acteurs du tourisme. Certainement. Je crois que c'est toujours un peu le même discours. Ce sera pour demain. On y travaille, mais en fait, en une législature, dans le domaine du tourisme, rien n'a été fait. Et je crois que pour pouvoir progresser, effectivement, on doit fonctionner avec les atouts qui sont les nôtres. On a d'énormes atouts à Frasnes. On va avoir le Ravel, il y a les bassins, il y a nos sentiers. Le tout, c'est de s'en occuper. Les sentiers n'ont fait l'objet d'aucune attention, mais nous devons travailler effectivement en réseau avec tout ce qui est touristique au niveau de la Wallonie-Picarde si nous voulons progresser et nous faire connaître. Mais nous avons des atouts, nous ne les avons jamais utilisés pleinement. Le guide touristique qui a été fait en 2012, auquel j'avais amplement contribué, n'a jamais été reproduit, par exemple. Alors, Dominique, peut-être rebondir là-dessus, je ne peux quand même pas entendre dire qu'on n'a rien fait, puisque les bassins, on est en train de le faire, les 2 tronçons du Ravel sont en train de se terminer, alors que certains se sont cassés les dents pendant 12 ans pour essayer de faire quelque chose. Dominique Rombaud, vous parlez, vous, de tourisme doux, c'est-à-dire le tourisme, oui, mais pas à n'importe quel prix? Voilà, donc pas un tourisme de masse, un tourisme de randonnée. Je voulais quand même dire que Frasnes-les-Bassins, c'est mon colistier Gatien Bataille qui porte le projet à bout de bras depuis des années. Nous, ce qu'on veut faire, c'est la grande fête du paysage, vraiment une grande dynamique autour du paysage. On va mettre en valeur le paysage avec, par exemple, des guinguettes, des visites, mettre tout le monde, il me reste 9 secondes, mettre tout le monde en route, le centre culturel, un grand événement fédérateur qui va vraiment axer le tourisme. Alors, Vincent Duchâteau, tourisme et économie, selon vous, vont de pair. Effectivement, il faut davantage soutenir, par exemple, le tourisme Horeca, dites-vous. Oui, tout à fait. Mais déjà, moi, je vois qu'il y a des choses, effectivement, qui avancent. On voit que le Ravel, le projet avance bien. Le Frasnes-les-Bassins, c'est en cours. Donc, effectivement, il y a des choses qui avancent, mais il faut vraiment s'articuler là-dessus. Et il faut également tenir compte de tous ceux qui, dans le privé, mettent des projets sur la table. Et je pense que le privé n'attend pas que le public avance spécialement pour avancer de son côté. Donc, il y a des gestionnaires de gîtes, il y a l'Horeca, il y a des tas de choses. Il faut s'appuyer sur eux, les regrouper, les fédérer et promouvoir toutes ces bonnes volontés. C'est ce que vous appelez le maillage vert? C'est ce que j'appelle le maillage. Il faut travailler avec tout le monde, tous ensemble. Maillage vert aussi, ça passe par les sentiers. Ça passe par les sentiers que je pratique beaucoup. Ça passe par les sentiers, donc vous avez le Ravel qui va se développer. Il faut mailler tous les sentiers de randonnée, j'allais dire, tous les sentiers de randonnée vers ce Ravel. Alors, Michel Devos, Frasnes mise aussi sur le sport. Le gros dossier, c'est la réhabilitation du hall sportif. 2 questions en une. Où en est-on? Et si on réhabilite le hall sportif, est-ce que ça veut dire qu'on fait l'impasse sur d'autres infrastructures de moindre envergure, par exemple pour les villages? Alors le projet du hall sportif, il est en bonne voie puisqu'on a reçu, la commune a reçu l'accord de principe du ministre en charge en Wallonie. Donc on a reçu une promesse de 2 300 000 € et on vient de recevoir une promesse du ministre en charge des économies d'énergie de 600 000 €. Et le coût du projet, c'est 3 millions. Donc voilà, ça va coûter évidemment de l'argent à la commune, mais la charge est quand même limitée
et on aura la chance d'avoir un rôle up-to-date. Pierre Bourdaudu, on continue à parler sport. On sait qu'il y a des projets de supracommunalité qui sont en passe de se faire avec Elzel. Il y en a un qui existe avec la piscine de René. C'est aussi un projet qui doit perdurer avec des avantages pour les Franois. Mais sûrement, quand on peut travailler ensemble, c'est toujours beaucoup mieux. Par exemple, on parlait du hall sportif. Il faut savoir qu'on a aussi, avec Elzel, de la supracommunalité. Et c'est un dossier où on nous avait dit ça va coûter beaucoup trop cher. Vous allez avoir 50% de subvention. Avec Ureba, on va arriver plus ou moins aux 80%. Jacques Dupire, qu'est-ce qu'on fait en termes de politique sportive? On rénove, on construit, on travaille avec d'autres communes. Votre avis sur la question? Rapidement. Le hall sportif doit être absolument terminé. J'espère qu'il le sera rapidement depuis le temps que ça dure et que le bâtiment est en situation délicate. Mais pour pouvoir le rendre efficace, il faudra qu'il soit modernisé. Et tout n'a pas été pris dans l'enveloppe. C'est terminé. On a compris. Je me tourne du côté de Vincent Duchâteau. Même question. Comment fait-on? Il y a le hall sportif à Frasnes-lès-en-Vin qui est effectivement, il y a un budget conséquent, peut-être même trop conséquent pour la réhabilitation. Il y a un hall sportif sur Envin qu'il va falloir effectivement développer parce que les plages horaires, les clubs sont demandeurs. Et il ne faut pas oublier toutes les plus petites structures sportives. Je pense à l'espace Damien Gortz à Udguin qui attend impatiemment d'avoir la finalité de son projet. Pierre Bourdaudu, justement, l'espace Gortz. On est allé, on est revenu. Eh bien, on va y aller. C'est encore une fois, comme on m'a dit tantôt, on dit. Là aussi, il y a un permis d'accorder. On va y aller. C'est fait. C'est un peu comme tout ce que j'ai cité. Les permis sont là. On peut travailler. Il ne faut pas dire que c'est du vent. On y est. On y va. Vincent Duchâteau, il me reste 14 secondes pour clôturer ce thème. Encore quelque chose à dire par rapport aux différents sujets qu'on a abordés? Oui, je suis heureux d'entendre que l'espace Damien Gortz va se terminer à Udguin. Je pense qu'ils sont impatients, d'autant qu'on leur a déjà répété à plusieurs reprises que ça allait être terminé. Eh bien, voilà qui clôture ce thème. Voilà qui clôture ce thème. Nous allons changer de débatteur et passer à la deuxième partie de notre débat. On se retrouve dans quelques instants. Votre radio, c'est nous. C'est Néo Radio. Le thème de cette deuxième partie de débat, vous l'avez vu, ce sont les services aux citoyens. Nous avons demandé aux Franois ce qu'il manquait dans leur commune. Regardez ce petit micro-trottoir. Les transports en commun, c'est compliqué. Oui. Pour ceux qui doivent aller à l'école, à Toulouse, les bus, c'est pas très desservi. Au niveau du parking, ça manque de place. Avant, le marché se situait à la Grand Place et moi, je trouvais ça plus accessible. On avait le parking derrière l'église qui est plus accessible. On a quand même des beaux magasins ici à Frasnes. Moi, je n'ai rien à dire. Surtout qu'on ne doit pas payer pour mettre son auto. Ça, c'est le principal. Du commerce local, ça surtout, parce que les personnes âgées ont des difficultés pour se déplacer et là, il n'y a plus grand-chose dans les villages. Tous les commerces disparaissent. On ne sait rien faire à ça, on ne sait pas. Il manque d'activité surtout à Frasnes. Il manque des commerces, il manque de la vie en fait. Voilà, c'est ça qui manque. Un petit restaurant, un café, une petite taverne, parce que tout est fermé, quoi. Oui, ça pourrait attirer plus de monde pour le tourisme. Bien sûr, oui, je vous dis, les gens viennent, mais il n'y a rien pour les accueillir. Il y a une belle rue ici, la rue principale, où de nombreux commerces pourraient s'installer d'ailleurs. Je ne vois pas pourquoi ça ne se fait pas. Il faudrait peut-être une certaine émulation, inciter les commerçants à s'installer. De médecins peut-être bien, parce que ça commence à manquer, ça, un peu partout d'ailleurs. Il y a de quoi. Dans un métier, on est tyrannisé là-dedans, mais disons que je pense une chose, que Frasnes se porte bien. Personnellement, je ne suis pas mécontente. Karine de Saint-Martin pour l'EMR, vous êtes bourgmestre. Est-ce qu'il manque de commerce à Frasnes et dans les villages ? On pourrait toujours en avoir plus, mais il faut faire avec les gens qui veulent s'installer. J'entendais le manque de parking. Effectivement, c'est pas évident. Les gens veulent vraiment se garer devant les boutiques. Et donc, on va essayer avec la réhabilitation de la Grand Place du côté du Bâtard de faire encore plus de places de parking et d'essayer de mettre en face de chaque commerce des places peut-être réservées pendant la journée pour ne pas pénaliser le citoyen. Je continue sur cette idée des commerces. Comment est-ce qu'on pourrait davantage impliquer les commerçants ?
et les faire travailler de commun accord, par exemple avec la commune, pour qu'il y ait encore davantage de dynamique? Il y a une SBL commerçant qui existe et donc elle fait le relais avec les chefins du tourisme et du commerce parce que c'est souvent la même personne. Et je pense qu'il faut vraiment activer ces liens avec les autres communes avoisinantes parce que je pense qu'il faut faire un tout avec les collines, ce qu'on a commencé à travailler pendant ce mandat. Marie-Pauline Scolart pour le PS, pourquoi c'est important ce commerce de proximité? Je pense que ça apporte un vrai dynamisme à la commune. C'est d'importance non seulement pour les citoyens mais pour les gens qui entreprennent de pouvoir se sentir soutenus. On a pu rencontrer l'association des commerçants justement et les autres parties m'ont suivi dans cette réunion et ça montre qu'on accorde vraiment de l'importance. On a pu identifier des problèmes avec eux, notamment le stationnement, le manque d'aide pour les nouveaux entrepreneurs et donc l'aide tant administrative que l'aide financière. Et donc il y a un vrai enjeu, un vrai travail. Il faut pouvoir au niveau de la commune davantage les soutenir et les mettre en avant. Maryse Boucher pour Frannes-les Autrement, vous parlez qu'il faut dresser un état des lieux et des besoins. Comment et pourquoi? Oui, il faut dresser un état des lieux. Il y a 92 commerces sur l'entité de Frannes-les-en-Vin. Ça peut paraître beaucoup, mais sur une entité de plus de 12 000 habitants, on peut toujours en faire plus. Je pense que certains habitants de Derniot ne sont pas forcément au courant des commerces présents sur Eudeguin ou autres. Ça, c'est déjà important. Donc, il faut valoriser le travail qui est déjà existant par rapport aux commerçants déjà actifs. Ça peut passer par des capsules vidéo qui peuvent être transférées via les sites internet de la commune, par exemple. Et pour les nouveaux commerces, on entendait que le centre, il y avait des cellules vides. On sait qu'il y en aura encore par la suite. Là, ce qu'on peut faire, mais c'est un choix politique, la commune pourrait très bien utiliser une cellule vide, la mettre à disposition pour de nouveaux commerçants qui souhaitent essayer, parce qu'on ne sait pas toujours savoir si les rentrées vont être suffisantes par rapport aux dépenses, etc. Donc, si on faisait un loyer modéré de 6 mois sur une surface pour des commerces éphémères, ça pourrait permettre à certains nouveaux commerçants ou autres de tester leur activité et après la mettre en place. Alors, Charlotte Paré, du côté d'Ensemble Citoyen, vous prenez la mise en place d'une ADL, une agence de développement local. Pourquoi? Qu'est-ce que cela pourrait apporter? En fait, l'agence de développement local va permettre à un nouveau commerçant de s'installer. Elle va l'accompagner, être à ses côtés dans son projet. On sait qu'à Elzel, on a une ADL qui fonctionne très bien. Et pourquoi ne pas travailler en supracommunalité avec cette ADL? Vous avez le sentiment qu'il faut vraiment soutenir l'émergence de nouveaux commerces, que c'est le rôle de la commune? Bien sûr, c'est le rôle de la commune. Et effectivement, quand on se promène dans Frannes le week-end, c'est quand même assez vide. Et donc, effectivement, il va falloir du commerce, mais je pense qu'on peut aussi organiser une synergie entre le commerce, le tourisme et également avec toutes les associations présentes, telles que l'association des commerçants. Didier Verdon, pour vous aussi, la commune a un rôle à jouer. Elle doit systématiser, dites-vous, les achats responsables, favoriser les producteurs locaux? Bien entendu, et on parle de commerce, mais il y a aussi donc des lieux comme des cafés. Avant, dans chaque village, il y avait un café, le café communal, je me rappelle, à Cordes. Donc ça aussi, il faut favoriser et pas nécessairement rien qu'un café. Il y a des cafés dans lesquels il y avait une boulangerie, il y avait une librairie. Donc ça, c'est à refaire aussi, si on peut, dans chaque village, parce qu'il n'y a pas que Frannes. Et alors, il y a une association des commerçants. Il faut aussi écouter le besoin et les manquements des commerçants existants pour savoir en tirer des conclusions et donner des solutions. Est-ce que la commune pourrait aussi, je dirais, s'approvisionner chez les commerces, favoriser? Est-ce qu'elle peut? C'est dans ses moyens, c'est dans ses possibilités? Dans ses moyens, certainement. Il n'y a pas longtemps, il y a eu 2-3 inaugurations, bien sûr, avant les élections. Et dans ces inaugurations-là, on aurait pu avoir de la franoise, de la montreloise, mais non, on avait un cidre... Vous allez faire des jaloux, attention. Un cidre pas très bon, ou un jus d'orange dont les oranges n'avaient jamais vu le soleil. Donc là, il y a moyen aussi de faire autrement et de favoriser donc, les petits producteurs locaux. Alors un autre sujet qui revient aussi régulièrement autour de la table, du conseil communal, mais aussi chez les citoyens, c'est la mobilité. Alors Charlotte Paré, ce que vous réclamez à corps et à cri depuis bien longtemps, c'est ce fameux plan communal de mobilité. Oui, tout à fait. C'est très important parce qu'on peut voir qu'à travers ce plan de mobilité communale, on pourrait créer des pistes cyclables qui pourraient relier nos villages entre eux, y intégrer également le Ravel, l'espace de covoiturage. Et après, on peut aussi partir sur divers modes de mobilité. Il y a la voiture partagée, il y a également le proxibus, qui pourrait être une mobilité locale importante. Karine de Saint-Martin, ce plan communal de
mobilité, on va dire 2.0, n'a pas été mis en place durant cette dernière mandature. Est-ce que ça reste une des priorités du MR? C'est une priorité et je vais vous arrêter, c'est en cours. Parce qu'en fait, on doit faire un diagnostic préalable qui a été voté au conseil communal à l'unanimité, bien sûr. Et donc après, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Et on a formé pendant cette mandature un agent communal de mobilité. On n'en avait pas dans les mandats précédents. Donc je trouve qu'on avance et effectivement, cette mobilité est importante. On l'a entendu dans le micro-trottoir. Les transports en commun sont très faibles à Franelet-en-Vin. Il faut aussi prévoir davantage d'aménagements. D'aménagement cyclable, bon, on a commencé avec les bandes suggérées, avec les bandes jaunes, qui attirent l'attention du cycliste, mais le mieux, ce serait des bandes cyclables vraiment sécurisées, mais ça, il faut la place dans la voirie. Didier Verdon, vous avez l'impression qu'aujourd'hui, le citoyen franois ne peut pas vraiment choisir sa mobilité parce que les infrastructures ne répondent pas aux besoins? Ah, effectivement, à Frane, donc les gens qui ont la chance d'habiter à Frane peut-être, mais les gens qui habitent dans les villages environnants, c'est pas évident de se rendre à Frane à vélo, à pied ou un autre moyen de transport doux. Et je vais en profiter donc pour parler un peu du Ravel. Au début du Ravel, la commune n'était pas très pour. Mais quand la commune a remarqué qu'il y avait plein de personnes qui étaient favorables au Ravel, eh bien là la commune est venue et maintenant, j'en suis content, participe au développement du Ravel. Marie-Pauline Scolart, on l'a entendu dans le micro-trottoir, il n'est pas question de faire venir City Parking, mais vous déplorez malgré tout le manque de parking. Vous pensez que c'est un frein au développement de Frane et du commerce notamment, ce manque de places de parking? Je pense que c'est une certitude et surtout, il faut pouvoir rationaliser ces places de stationnement. Ce qui nous est revenu notamment quand on a rencontré les commerçants, c'est que certaines places de stationnement étaient mal utilisées. On pense notamment au personnel communal qui parfois se gare sur des places qui pourraient être privilégiées pour les clients des commerces. Et donc, il faut pouvoir rationaliser, trouver des solutions également pour que ces places, elles soient utilisées pour la raison pour laquelle on l'a mise en place en tout cas. Vous insistez aussi sur le côté social de la mobilité. Il n'y a pas suffisamment d'initiatives pour les gens qui n'ont pas de moyens de transport? Alors je pense qu'on a parlé des transports en commun, c'est quelque chose sur lequel on a déjà essayé de travailler et malheureusement on n'a aucun retour du TEC et donc on se retrouve un peu bloqué sur ce point. On a le taxi social avec le CPS, le taxi solidaire avec le plan de cohésion sociale. C'est des choses qu'on doit pouvoir développer pour pouvoir contrer justement cette problématique de manque de transport en commun. Maryse Boucher, une plateforme de covoiturage, ça pourrait être un outil supplémentaire? Oh, ça, bien entendu, les plateformes de covoiturage, tant pour les activités organisées ponctuellement qu'également pour les écoles. Mais je voulais rebondir aussi par rapport aux transports en commun. Bien entendu, ils sont faibles à Frane. La commune de Franelet-en-Vin est d'ailleurs la commune la moins bien desservie au niveau des transports en commun. Donc je pense que c'est aussi le rôle de l'échevin de la mobilité d'aller taper du poing sur la table. Il ne faut pas juste dire on veut, je sais que ça a été fait, mais il faut parfois le faire une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Je n'ai pas dit que ça n'avait pas été fait. Je dis juste qu'il faut vraiment insister. En son temps, il y a 15 ans, quand ça avait été fait, c'est comme ça qu'il y avait eu le taxi social, puisque le taxi social, c'est géré avec des subventions, des TEC. Il faut continuer à insister. Et s'il n'y a pas plus de passages de bus, alors mettre un deuxième taxi social en place. Attention au temps de parole. Donc on a eu une nouvelle ligne WEL, parce qu'on a tapé sur la table, mais qui malheureusement, faute de constater, qui ne sert pas à grand-chose, parce qu'elle ne s'arrête pas dans les pôles scolaires, là où c'est le plus important. Donc la ligne WEL fait Perruet, Leuze, Renais. Donc forcément, elle n'est pas super intéressante pour nous. Et en demander plus, effectivement, c'est ce qu'on fait tout le temps. Oui, parce qu'on ne peut pas accepter que Franelet-en-Vin est la dernière place du classement. Et pour le deuxième taxi social, il est prévu pour le mandat prochain. Alors qui dit mobilité dit aussi sécurité. On a déjà parlé d'aménagement, etc. Mais Charlotte Paré, vous êtes d'accord avec ça. Est-ce que vous parlez aussi de davantage de présence policière? Il manque des policiers sur Franelet-en-Vin. La commune est dangereuse. Bien, en tout cas, les routes sont dangereuses, effectivement. On l'a encore remarqué dans mon village récemment. Contrôler la sécurité routière, la vitesse sur les routes est une priorité. Ça, c'est la première chose. Il nous faut aussi des gardiens de la paix qui soient présents sur Frane, qui ont un rôle d'information et de prévention pour les abords des écoles. Non, pas de répression, c'est des agents communaux, ils sont juste là pour prévenir. Et effectivement, il nous faudrait aussi une équipe d'intervention au centre de Frane. On sait qu'on a une population qui augmente et on est proche aussi de la 8, donc c'est important de se sentir en sécurité dans Frane.
Alors voilà pour la mobilité, on n'a pas fait le tour de la question, mais on a évoqué quelques pistes. Parlons un peu à présent de social, dans la dimension du service aux citoyens. Karine de Saint-Martin, vous avez été présidente du CPS. Ça doit rester vraiment la pierre angulaire, je dirais, de la politique franoise, avec des missions, des rôles importants à jouer en termes de service à la population. Je pense que c'est très important, il faut gérer ce social, justement. Il faut pouvoir remettre les gens au travail, il faut pouvoir les encadrer, et c'est là qu'on a de moins en moins de social. Quand on les encadre bien, quand on s'occupe bien d'eux, on les remet au travail, et sinon c'est une chaîne sans fin. Marie-Pauline Scholart, vous dites carrément que le CPS peut être une espèce d'ascenseur social, peut jouer ce rôle. Expliquez-nous un petit peu ce que vous entendez par là. Effectivement, moi je pense que c'est un vrai ascenseur. On a souvent l'impression que le CPS est réservé à une catégorie de personnes. C'est pas forcément le cas. Et je pense qu'il y a vraiment un rôle à jouer sur l'évolution des missions du CPS. On a de plus en plus de gens de la classe moyenne qui ont aussi des besoins et on peut les aider. Et donc il faut simplement pouvoir faire évoluer les missions du CPS au même rythme que les besoins de nos citoyens. Didier Verdonck, on sait qu'il y a dans les cartons le projet d'une nouvelle maison de repos et de retraite. Vous allez encore un peu plus loin. Chez Colo, on parle de la création d'une maison des aînés. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Oui, la création de maisons des aînés, parce que je trouve on trouve qu'au niveau du CPS, on prend souvent donc les personnes qui sont là pour des clients. Et nous, on trouve aussi que c'est pas normal d'avoir un budget de CPS en déficit. On ne fait pas d'argent, on ne fait pas de bénéfices avec le social. Donc voilà, redonner un peu la parole aux aînés, les écouter et savoir s'en occuper, mais d'une façon différente. Vous parlez aussi de maisons médicales. La pénurie de médecins vous fait peur ? Enfin, elle fait peur, ce n'est pas un cas particulier à Frane. Je pense que dans toute la Wallonie, dans Belgique et même en France, il y a un manque de médecins. Ça, je ne sais pas si la commune a vraiment la main pour ça. Maryse Boucher, vous allez encore un peu plus loin, parce que vous voyez sur un même site une crèche, une maison de repos, des habitations familiales. Ça veut dire que les relations intergénérationnelles, ça prime ? C'est sûr que ça prime, mais essentiellement, on ne peut pas faire plusieurs projets. On aimerait tous une grande crèche, une grande maison de repos. On ne peut pas tout faire. Donc je pense que quand on travaille sur un dossier, sur un bâtiment, il faut inclure et avoir une vision à long terme et une vision globale. Tant mieux si on peut ajouter un petit peu d'intergénérationnalité dans ce projet. Karine de Saint-Martin, la crèche, on vient de l'évoquer, c'est un projet qui va sortir des cartons peut-être, mais comment le financer ? Vous proposez une solution originale ? Donc on est à l'étude de faisabilité, donc on est vraiment au point de départ de la crèche. Il faudra effectivement un financement, sinon c'est pas gérable au niveau communal. Mais on étudie aussi des cas par cas, ou avec le privé. On sait qu'ici à Tournai, par exemple, il y a une crèche qui fonctionne avec du privé. On achète des lits, on loue des lits. Et je pense qu'il faut vraiment étudier toutes les alternatives pour que ce soit gérable pour Frane-les-Envins. Vous avez évoqué un bon communal, comme on parle parfois d'un bon d'État. Un bon communal, pas pour les crèches. Ça mais de manière générale, ça pourrait se faire. Ça pourrait se faire, mais je ne veux pas que les enfants soient pris pour des objets quand même. Charlotte Paré, vous avez été les premiers, vous, Ensemble Citoyen, à présenter votre liste en juin dernier. Vous avez directement annoncé la couleur. Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est voir installer un conseil citoyen. C'est quelque chose qui existe déjà en communauté germanophone. Ça servirait à quoi ? Quel serait son rôle ? Et puis on pourrait enfin écouter et entendre ce que le citoyen a à dire. C'est très important, le remettre au centre de nos préoccupations. Et je pense qu'il y a des choses qu'on ne peut pas tous voir, on n'est pas partout. Et justement, avec ce conseil citoyen, on pourrait écouter les doléances de chacun et essayer d'y répondre au mieux. Maryse Boucher, vous abondez dans votre programme sur cette idée. Ça veut dire qu'à l'heure qu'il est, le citoyen franois, on va dire quasi de tout âge, puisqu'il y a des conseils consultatifs de la jeunesse, des conseils consultatifs des aînés et bien d'autres choses, ça veut dire que le citoyen n'est pas assez considéré, n'est pas assez entendu ? Je pense que justement, comme vous venez de dire, il y a déjà des comités qui existent et qui fonctionnent. Maintenant, on ne les utilise peut-être pas assez bien dans le sens où le CCA, on parlait juste avant d'une maison de repos ou autre si elle devait être faite. Il faut qu'il y ait une consultation avec le conseil consultatif des aînés dans ce cadre-là, avec le CCJ quand on parle de projets pour la jeunesse. Bien entendu, comme ces comités existent déjà, il faut leur donner encore un peu plus la parole et les écouter.
Marie-Pauline Scolart, vous abondez dans le même sens, renforcer la participation citoyenne au cœur des politiques communales à différents niveaux? En effet, moi je pense que c'est essentiel. Vous parliez notamment du CCJ. Moi j'ai eu l'occasion de partir avec le CCJ, c'est une expérience assez incroyable. Néanmoins, on a le CCE qui fait pas mal d'initiatives, à qui on donne la parole. On a le CCA qui, selon moi, est trop peu utilisé, mais on essaye quand même de donner la parole. Pour le CCJ, ce n'est absolument pas le cas. On n'a vraiment que ce principe de voyage et je trouve ça dommage. On a là une bonne opportunité de donner la parole aux jeunes et malheureusement on ne s'en sert pas, donc c'est une piste, une vraie piste pour pouvoir davantage donner la parole à nos concitoyens. Didier Verdon, vous prenez aussi, vous j'imagine, l'écoute et la parole citoyenne? Oui, mais je trouve aussi que donc, la commune a un devoir d'informer les citoyens. Je vais prendre 2-3 exemples. La ligne haute tension qui est en cours actuellement sur Anvin, aucune information aux riverains. Quand il y a des rallyes touristiques, aucune information aux riverains, alors que les rues sont fermées. Quand le projet de Ronde-Ronce, on l'a appris, on a déposé ça au conseil communal, sinon la commune n'avait pas donné d'informations. Donc ce n'est pas le citoyen qui doit chercher l'information, mais la commune a un devoir d'informer ses citoyens. Alors, il vous reste un peu de temps à chacun. Si vous deviez aujourd'hui, chacun, dire quelle est votre priorité en matière de service aux citoyens, vraiment la chose, le service qui manque et qu'il faudrait absolument mettre sur pied, quel serait-il ? Mais je ne sais pas s'il y a un service, je pense que c'est vraiment une multitude de services qui, en travaillant l'un dans l'autre, vont permettre de redynamiser et de revitaliser Frasnes. On a besoin des aînés, comme on a besoin d'une crèche pour les enfants, on a besoin d'écoles, de commerce, et franchement, c'est un tout. Donc, on ne peut pas choisir un projet, c'est des projets ensemble, en commun, qui vont nous aider. Et au niveau des choix qui doivent être faits, je sais que dans votre parti, vous prenez comme mesure, ça avait été dit dans le marathon des têtes de liste, une consultation citoyenne. Vous avez l'impression aussi qu'il faut aller vers le citoyen, voir quelles sont ses attentes, lui demander ce qu'il veut pour établir cette politique, je dirais, sociale, cette politique de service aux citoyens? Bien sûr, c'est important. On prend quand même des décisions qui ont attiré sur leur vie. Et donc, je crois que c'est très important qu'eux puissent nous donner leur ressenti et voir si ce qu'on choisit leur convient. Du côté du MR, on en pense quoi ? Forcément, le citoyen doit être au centre des débats. Il l'est déjà. Frasnes a été précurseur avec la Fédération rurale de Wallonie, par exemple, et son conseil, la CCATM, les conseils consultatifs de la jeunesse, le CCE, le CCA. Et je pense qu'effectivement, on sent que le citoyen demande à revenir. Pourtant, un conseil communal, c'est 23 citoyens qui sont réunis. Eh bien... Mesdames, messieurs, nous arrivons tout doucement... Monsieur, nous arrivons tout doucement au terme de cette partie du débat. Nous allons laisser la place aux jeunes, si vous le voulez bien. Votre radio, c'est nous, c'est Néo Radio. Nous voilà de retour pour le débat consacré à la commune de Frasnes-lès-Anvin pour la partie jeune. Alors pour le PS, quelques petites précisions. Marie-Pauline Scolart était présente dans la partie précédente du débat, donc elle est remplacée par Marion Clément qui est le deuxième plus jeune de la liste. Du côté des colos, les trois plus jeunes ne savaient venir et c'est donc Marie-Colline Leroy qui est sur le plateau. Alors sans vouloir vous faire offense, votre présence sur le débat jeune est un peu étonnante. Il n'y avait vraiment pas moyen, les trois jeunes étaient totalement indisponibles ou bien ils avaient peur de venir, ils n'avaient rien à dire. C'est quand même un peu triste. Alors je tiens à préciser une chose, c'est qu'on est un jeudi, il est 13h, c'est la deuxième semaine de cours dans les hautes écoles et les universités. Et en fait, nos trois étudiants, eh bien en fait, ils étudient. Et donc nous ne voulions pas insister sur leur choix, parce que vous savez que chez Écolo, il y a une valeur fondamentale, c'est celle du consentement. Et donc quand les étudiants ont dit, on aurait bien voulu venir, mais moi j'ai maths, moi j'ai un TP super important, c'est mon premier cours, je le sens pas. À l'heure où on fait extrêmement attention à ce que les jeunes soient bien écoutés, on a voulu respecter leur demande. Vous jouerez le jeu, vous porterez leurs paroles. Je le promets, j'ai même mon papier avec moi où ils m'ont écrit exactement ce que je devais dire. C'est parfait. Vous sortez votre petit copion parce que pour vous tous, ça va être alors, tant que vous avez même la parole, question. Allons-y. Voilà, quel va être le projet pour la jeunesse franoise ? Alors, eh bien, ce qu'il me disait, c'est que, bon, d'abord, il s'excuse encore une fois, mais ce qu'il me disait, c'est que pour eux, dans un environnement de travail de plus en plus incertain et qui fluctue, ce qu'ils ont envie, c'est d'avoir un espace où ils peuvent essayer, tester les nouvelles compétences de demain, qui sera un gros avantage pour eux. C'est ce qu'ils appellent les Fab Labs. Ils disent, sur Frasnes, on pourrait faire rayonner comme ça un travail de la créativité, et c'est ce qu'on veut faire. Alors, nos jeunes, ils pensent aussi aux autres générations. Certains étudient dans le domaine de la santé, et ils veulent, par exemple, faire en sorte que l'on puisse
savoir des maisons médicales, des espaces intergénérationnels et enfin, et c'était très important pour eux encore une fois, un endroit calme pour étudier dans la commune, dans la bibliothèque, pour pouvoir passer du temps entre eux aussi dans les périodes de blocus qui sont parfois compliquées. Merci, vous êtes bien acquitté de votre rôle de porte-parole. Joachim Broignet pour le MR, c'est quoi le projet pour la jeunesse franoise de votre côté ? Alors, moi, j'aimerais réinsister sur le fait qu'à Frane, on a beaucoup d'infrastructures sportives, dont moi-même je fais partie. Je suis allé assez en 20, comme on en a parlé tout à l'heure. Et je trouve que ce serait vraiment quelque chose de chouette de développer justement ce côté-là. Donc, rénover le haut sportif, c'est quelque chose de bien. Et avec la construction du Ravel, ça permet aussi de se balader ou de se déplacer dans Frane. Parce que tout à l'heure, on disait que c'était difficile de se déplacer dans Frane. Moi, j'ai un vélo et c'est d'une simplicité monstrueuse. Alors oui, ça met pas 10 minutes, peut-être doubler ou tripler le temps, mais c'est vraiment facile, je trouve. Donc moi, j'aimerais axer sur le sport. Marion Clément, au nom du PS. Moi, j'entends bien les loisirs et au niveau des maisons de jeunes, elles sont relativement dynamiques. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'au niveau de la jeunesse, ce qu'ils attendent surtout, c'est qu'ils aient la possibilité de se construire un avenir. Et ce qu'on constate, c'est que le logement à Franly-en-Vin est un réel problème. Quand on voit les prix des loyers, quand on voit le coût des maisons, c'est vraiment devenu un gros problème. Et ce qu'on propose, c'est de mettre en place des logements tremplins qui vont permettre justement aux jeunes de se loger à un loyer modéré. Mais au-delà de ce loyer modéré, c'est de pouvoir aussi l'acheter par la suite où le loyer viendrait se déduire du coût d'achat. Manon Kleinert, au nom d'Ensemble Citoyen. Nous, les jeunes candidats d'Ensemble Citoyen, on souhaite écouter et apporter notre aide aux jeunes citoyens franois, comme par exemple promouvoir les maisons de jeunes, par exemple en leur octroyant une aide logistique, c'est-à-dire près de chapiteaux, de tables, de chaises, mais également en leur attribuant un budget participatif afin qu'ils puissent perdurer dans le temps et proposer des événements chaque week-end. Par exemple aussi sur recommandation, garder un calendrier des événements afin que tout cela soit publié. Adélaïde Windal pour Frane autrement. D'abord, je voudrais juste excuser ma colistière, Manon Bernard, qui est la plus jeune chez nous, mais qui n'a pas pu se libérer, donc on a dû faire autrement. Donc de notre côté, c'est également la première chose qu'on voudrait mettre en place, c'est la même chose, ça se rejoint. En fait, c'est aller à la rencontre des différentes maisons de jeunes, donc Vaniche, la Gaillole et la Remise, mais aller également à la rencontre des deux mouvements de jeunesse de l'entité, donc Frane, le patro de Frane et le patro de Montreuil, faire avec eux un état des lieux de leurs besoins, voir comment nous, on peut les rendre plus visibles, plus attractifs, parce que des mouvements comme ça et des associations comme ça, c'est de la vie dans le village et ça permet de créer des lieux d'échange, de rencontres et de partage. On va faire un tour de table inverse. Vous avez entendu les propositions, les projets des uns et des autres. Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qui vous semble intéressant, Adélaïde Windal? Manon Kleinart. J'ai écouté les logements tremplins. Apparemment, notre programme a été source d'inspiration parce que c'était également notre point. On l'a trouvé dans beaucoup de programmes. Hein. Oui, mais voilà, ça a été source d'inspiration apparemment. Et donc, je trouve ça important parce que ça permet de garder les jeunes couples dans notre commune. Et voilà. Adélaïde Windal. Moi, je rejoins un peu le parti écolo. Justement, des lieux où on peut se rencontrer comme avant. Il y avait la bibliothèque où on pouvait faire notre blocus, qui n'a plus à l'heure actuelle. Et je pense que c'est important parce que ça fait une pause dans le blocus. Ça permet d'étudier plus facilement parce qu'on voit les autres étudier, mais à d'autres moments, d'avoir une pause plus ludique. Marion Clément. Moi, je trouve qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Quand on me dit qu'il faut pouvoir aller à la rencontre de la jeunesse, il existe déjà cette plateforme. En fait, ça s'appelle la plateforme jeunesse, qui réunit chaque année, où on échange avec les différentes associations de jeunesse et qui finalement nous permet de monter les projets. Les projets qu'on monte aujourd'hui pour les jeunes, c'est en accord avec eux-mêmes. Et donc, ça, c'est déjà fait. Joachim Broignet, on conclut avec vous. Alors moi je suis très content parce que j'ai entendu toutes les propositions et quand j'ai demandé moi à m'aider à des amis ou à des jeunes, il y a beaucoup de choses qui sont revenues, donc je suis assez d'accord, enfin assez content qu'on aille tous vers le même endroit, donc ça veut dire que peu importe ce qui se passera aux élections, ces idées-là seront mises en avant et pourront peut-être aboutir et justement donc participer et venir aider la jeunesse. Donc je suis vraiment content d'entendre les idées des autres. Il reste juste quelques secondes. Vous êtes le vent de fraîcheur. On sait, la mandature n'a pas été compliquée. Est-ce que vous voyez, vous, en tant que jeune, si vous êtes au sein du Conseil, collaborer, participer de façon peut-être un peu plus harmonieuse que vos aînés? Ça vous paraît possible? Ça vous paraît important? Oui, c'est possible. C'est important surtout de donner la voix aux jeunes, la parole aux jeunes, l'écoute. Oui, je suis du même avis. C'est important que les jeunes puissent avoir leur parole et les jeunes parents également.
Mais au-delà des jeunes, je pense qu'on doit pouvoir discuter avec toutes les générations et j'ai toujours été ouvert à ça et je continuerai à le faire. Joachim, pour conclure. Très content parce que Manon, je la connais justement du CCJ. Il me semble que chez vous, vous aviez aussi Achille Bataille. C'est aussi quelqu'un que je connais du CCJ. Chez nous. Ah, chez vous. Je n'étais plus sûr. Et vous avez Manon Bernard, c'est quelqu'un avec qui j'étais en classe 3 ans. Donc, la jeunesse se met en politique. Moi, je suis très content. Donc, c'est la preuve que les associations de jeunesse fonctionnent à Frasnes. Eh bien, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Un vent de fraîcheur, plein d'espoir pour la législature qui s'annonce. Merci à vous de nous avoir suivis. Ce débat, vous pouvez le retrouver en intégralité sur notre plateforme notele.be et également sur nos différents podcasts intéressants à écouter quand vous roulez en voiture, par exemple. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.